Histoire. Andreas Vesalius, l'homme au livre de peau, un livre taché de sang. Imaginez ouvrir un livre ancien, son cuir doux sous vos doigts, pour découvrir qu'il est relié avec de la peau humaine. Andreas Vesalius, le génie de l'anatomie du XVIe siècle, est au cœur de cette rumeur terrifiante. Utilisait-il vraiment la peau de ses sujets pour créer ses chefs-d'œuvre? Cette histoire vous entraîne dans les ombres de sa vie, où la quête de savoir se mêle à des pratiques macabres et à une obsession pour les corps humains. Préparez-vous à des révélations glaçantes sur ces dissections clandestines, ces rituels nocturnes et une mort entourée de mystères. Appuyez sur like, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos pensées et répandre cette histoire fascinante. L'obsession pour l'anatomie. Dans les ruelles sombres de Bruxelles, au début du XVIe siècle, Andreas Vesalius, alors jeune étudiant en médecine, développait une obsession qui allait changer l'histoire. Comprendre le corps humain dans ses moindres détails. À une époque où la dissection était considérée comme un sacrilège, Vesalius bravait les interdits, volant des cadavres dans les cimetières ou assistant à des exécutions publiques pour obtenir des corps frais. Son chef-d'œuvre, De Humani Corporis Fabrica, publié en 1943, révolutionna l'anatomie, mais son processus de création cache une vérité troublante. Vesalius était fasciné par la peau humaine, non seulement comme organe, mais comme matériau. Les archives de l'université de Padoue, où Vesalius enseignait, mentionnent des rumeurs selon lesquelles il conservait des fragments de peau prélevés lors de ses dissections. Ces fragments, soigneusement tannés, auraient servi à relier des éditions spéciales de ses livres, destinés à des mécènes ou à des collectionneurs excentriques. Une lettre anonyme, datée de 1545, décrit Vesalius manipulant des peaux humaines dans son laboratoire, les traitant avec des produits chimiques pour les rendre souples. Était-ce une pratique courante à l'époque où le tannage de peau humaine, bien que rare, existait dans certains cercles? Ou Vesalius poussait-il cette pratique à un niveau obsessionnel? Ce qui rend cette fascination encore plus sinistre, c'est l'enthousiasme presque artistique de Vesalius. Il décrivait la peau comme la toile du corps, capable de raconter l'histoire d'une vie à travers ses cicatrices, sa texture, ses imperfections. Les étudiants qui assistaient à ces dissections, selon les témoignages de l'époque, étaient à la fois émerveillés et terrifiés par son habileté à manier le scalpel, détachant la peau avec une précision chirurgicale. Mais certains murmuraient qu'il gardait les plus beaux spécimens pour des usages secrets, loin des regards. Les analyses modernes, comme celle de l'historien médical Pieter van der Meer, suggèrent que Vesalius, bien que brillant, pourrait avoir été influencé par les pratiques alchimiques de son temps, où le corps humain était vu comme un matériau sacré. Sa fascination pour la peau pourrait aussi refléter un trouble psychologique, une forme d'obsession compulsive pour la perfection physique. Imaginez-vous dans une salle de dissection, l'odeur du sang et des produits chimiques emplissant l'air, tandis que Vesalius, les yeux brillants, découpe délicatement une peau humaine comme s'il sculptait une œuvre d'art. Si cette obsession vous semble troublante, attendez de découvrir comment Vesalius orchestrait des exécutions pour alimenter ses recherches. Les exécutions orchestrées. Si l'obsession d'Andreas Vesalius pour la peau humaine était déjà troublante, sa manière d'obtenir des corps pour ses dissections repousse les limites de l'éthique. Au XVIe siècle, l'accès aux cadavres était strictement réglementé par l'Église et les autorités. Mais Vesalius, animé par une soif insatiable de connaissances, trouva des moyens sinistres pour contourner ces restrictions. Les rumeurs les plus sombres, consignées dans des chroniques de l'université de Padoue,
suggère qu'il ne se contentait pas de voler des corps dans les cimetières. Il orchestrait des exécutions publiques pour garantir un approvisionnement constant de spécimens frais, alimentant ainsi son obsession pour l'anatomie et la peau humaine. À cette époque, les exécutions publiques étaient un spectacle courant, attirant des foules avides de justice ou de sensationnel. Vesalius, alors professeur à Padoue, noua des relations avec les magistrats locaux, utilisant son statut pour influencer le sort des condamnés. Selon un document découvert dans les archives municipales de Venise, Vesalius assistait souvent aux pendaisons et aux décapitations, notant avec soin l'état des corps avant leur exécution. Il aurait même convaincu les autorités d'accélérer certaines sentences pour obtenir des cadavres en parfait état avant que la décomposition ne commence. Une lettre anonyme, datée de 1542, affirme qu'il payait des bourreaux pour préserver la peau des condamnés, qu'il considérait comme un matériau précieux pour l'étude et l'art. Ce qui rend ces pratiques encore plus glaçantes, c'est l'attitude de Vesalius face à la mort. Lors des dissections publiques qu'il donnait devant des centaines d'étudiants et de curieux, il transformait l'acte en un théâtre macabre. Les témoins décrivent un homme à la fois charismatique et terrifiant, manipulant les corps avec une précision hypnotique, tout en expliquant la structure de la peau, des muscles et des os. Mais certains murmurent qu'il réservait les peaux les plus intactes pour des projets secrets, peut-être pour relier des éditions spéciales de Humani Corporis Fabrica. Une rumeur, relayée par un étudiant italien, raconte qu'un livre relié en peau humaine fut offert à un riche mécène, bien que ce manuscrit ait disparu des archives. Les analyses modernes, comme celle de l'historien médical Pieter van der Meer, soulignent que Vesalius opérait dans un contexte où la moralité était floue. La peau humaine, bien que rarement utilisée, était parfois considérée comme un matériau noble dans les cercles alchimiques et artistiques. Cependant, la fréquence et l'enthousiasme de Vesalius suggèrent une obsession qui allait au-delà de la science. Les psychologues, comme le docteur Anna Berg, émettent l'hypothèse qu'il souffrait d'un trouble narcissique, où la manipulation des corps renforçait son sentiment de maîtrise sur la vie et la mort. Imaginez-vous dans une place publique, sous le soleil brûlant de Padoue, observant Vesalius négocier avec un bourreau, tandis que la foule scande. L'odeur du sang et de la peur emplit l'air, et ses yeux brillent d'une lueur inquiétante, fixés sur le corps encore chaud du condamné. Si ces exécutions vous semblent monstrueuses, attendez de découvrir ce qui se passait dans son laboratoire secret. Le laboratoire secret. Loin des regards indiscrets, dans les sous-sols de son domicile à Padoue, Andreas Vesalius entretenait un laboratoire secret qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Ce lieu, décrit dans des lettres fragmentaires d'un assistant anonyme, était à la fois un sanctuaire de science et un théâtre d'horreur, où Vesalius poursuivait ses expériences les plus audacieuses et les plus controversées sur la peau humaine. Ce laboratoire, caché derrière des portes verrouillées, était le cœur de ses pratiques les plus troublantes, où les frontières entre recherche médicale et obsession morbide s'effaçaient. Les témoignages de l'époque, bien que rares, peignent une image saisissante. Le laboratoire était une pièce humide, éclairée par des chandelles vacillantes, où des tables en bois étaient couvertes d'instruments chirurgicaux, de fioles de produits chimiques et de fragments de peau soigneusement étalés. Selon un document conservé à l'université de Louvain, Vesalius passait des nuits entières à traiter ses peaux, les trempant dans des solutions pour les rendre souples et durables. Il croyait que la peau, plus que tout autre organe, contenait l'essence de l'humanité. Une conviction influencée par les philosophies alchimiques qui voyaient le corps comme un microcosme divin. Ce qui rend ce laboratoire particulièrement effrayant,
c'est l'atmosphère de secret absolu. Vesalius interdisait à quiconque, même à ses assistants les plus fidèles, de pénétrer sans sa permission. Une rumeur, rapportée par un étudiant exilé, raconte qu'un apprenant curieux, entré sans autorisation, fut expulsé de Padoue après avoir découvert des peaux humaines, suspendues comme des parchemins. Certains affirment que Vesalius expérimentait non seulement pour ses recherches scientifiques, mais aussi pour créer des objets d'art macabres, peut-être des reliures pour ses manuscrits ou des décorations pour des collectionneurs excentriques. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les historiens, comme Maria Lindgren, notent que l'utilisation de la peau humaine, bien que rare, n'était pas inconnue à l'époque, notamment dans les pratiques médicales et artistiques marginales. Cependant, l'ampleur des activités de Vesalius suggère une fixation qui allait au-delà de la curiosité scientifique. Les psychologues modernes, comme le docteur Erik Hansen, parlent d'une possible nécrophilie symbolique, où Vesalius trouvait une satisfaction émotionnelle dans la manipulation des corps. Son laboratoire, avec son odeur de produits chimiques et de chair morte, était un lieu où il se sentait maître absolu, un dieu sculptant l'humanité. Imaginez-vous descendant les escaliers sombres menant à ce laboratoire. Le cliquetis des instruments résonnant dans l'obscurité, l'odeur âcre des produits chimiques vous prenant à la gorge. Si ce lieu vous glace le sang, attendez de découvrir la paranoïa qui consumait Vesalius à mesure que sa renommée grandissait. La paranoïa d'un génie. Si le laboratoire secret d'Andreas Vesalius révélait un homme à la frontière de la science et de l'horreur, sa paranoïa croissante transforma sa vie en un cauchemar éveillé. À mesure que sa renommée grandissait, grâce à De Humani Corporis Fabrica, publié en 1543, Vesalius devint de plus en plus méfiant, convaincu que ses rivaux, collègues et même ses étudiants complotaient contre lui. Cette obsession, nourrie par son immersion dans des pratiques macabres et les tensions de son époque, fit de lui un homme isolé, vivant dans la peur constante d'être dénoncé ou détruit. Ses activités autour de la peau humaine, bien que partiellement acceptées dans certains cercles, devinrent une source de suspicion, alimentant sa descente dans un abîme psychologique. Dans les années 1540, Vesalius était au sommet de sa carrière, enseignant à l'université de Padoue et fréquentant les cours européennes. Mais cette gloire avait un prix. Les archives de l'époque, notamment des lettres échangées entre ses collègues à Louvain, décrivent un homme obsédé par la sécurité de ses manuscrits et de ses découvertes. Il verrouillait ses notes dans des coffres scellés, changeait régulièrement les serrures de son laboratoire et soupçonnait ses assistants de voler ses idées pour les transmettre à des rivaux comme Gabriele Fallopio, un autre anatomiste célèbre. Une anecdote troublante, rapportée par un étudiant italien, raconte que Vesalius accusait régulièrement ses apprenants de contaminer ses échantillons de peau humaine, les obligeant à se laver les mains avec des solutions corrosives avant d'entrer dans son laboratoire. Cette paranoïa s'étendait à ses pratiques avec la peau humaine. Vesalius croyait que ses travaux sur la reliure en peau étaient convoités par des alchimistes et des collectionneurs, qui voyaient dans ces objets une valeur mystique. Selon un document découvert à Venise, il aurait engagé des gardes armés pour surveiller son laboratoire la nuit, craignant que des voleurs ne s'emparent de ses parchemins humains. Cette peur n'était pas entièrement infondée. À l'époque, les objets faits de peau humaine, bien que rares, étaient prisés par certains cercles ésotériques, et Vesalius, avec sa réputation de génie controversé, était une cible évidente. Mais sa méfiance allait au-delà de la prudence. Il voyait des ennemis partout, même parmi ses bienfaiteurs. Un épisode particulièrement dramatique illustre cette paranoïa.
En 1546, lors d'une visite à la cour impériale de Charles Quint, Vesalius accusa publiquement un noble espagnol de vouloir empoisonner ses instruments chirurgicaux. L'accusation, basée sur une odeur suspecte qu'il prétendait avoir détectée sur les vêtements de l'homme, provoqua un scandale diplomatique. Bien que l'incident fût étouffé, il marqua un tournant. Vesalius perdit la confiance de plusieurs mécènes, renforçant son isolement. Les psychologues modernes, comme le Dr Anna Berg, suggèrent que cette paranoïa pourrait être liée à un stress chronique, exacerbé par son exposition prolongée à des produits chimiques toxiques, comme le mercure et les acides utilisés pour traiter la peau humaine. Ces substances, courantes dans les laboratoires de l'époque, pouvaient provoquer des troubles neurologiques, altérant son jugement et amplifiant ses peurs. Mais il y avait aussi une dimension personnelle à cette paranoïa. Vesalius, marié à Anne van Ham, vivait une relation tendue, marquée par ses longues absences et son obsession pour son travail. Une lettre de sa femme, conservée dans les archives de Bruxelles, exprime sa frustration face à son comportement erratique. Il ne dort plus, il parle de complot dans son sommeil, et ses mains sentent toujours la mort. Ses relations avec ses collègues, comme le médecin Realdo Colombo, étaient également conflictuelles. Colombo, dans une correspondance privée, décrivit Vesalius comme un homme possédé par ses propres découvertes, incapable de faire confiance à quiconque. Cette méfiance le poussa à s'isoler davantage, préférant travailler seul dans son laboratoire, entouré de ses spécimens macabres. Ce qui rend cette paranoïa encore plus troublante, c'est son impact sur ses étudiants. Vesalius, autrefois un professeur charismatique, devint imprévisible, alternant entre des éclats de colère et des moments de générosité. Lors d'une dissection publique en 1545, il humilia un étudiant devant une foule, l'accusant d'avoir saboté une préparation de peau humaine. L'étudiant, selon les témoignages, quitta Padoue peu après, brisé par l'expérience. Les historiens, comme Pieter van der Meer, notent que cette paranoïa reflétait les pressions d'une époque où la science était en conflit avec la religion et la superstition. Vesalius, en repoussant les limites de l'anatomie, vivait dans la crainte d'être accusé d'hérésie ou de sorcellerie, des chefs d'accusation qui pouvaient mener à la mort. Imaginez-vous dans une salle de cours à Padoue, le regard perçant de Vesalius scrutant chaque étudiant, ses mains tachées de produits chimiques, tenant un scalpel. L'air est lourd de suspicion, chaque mot pouvant déclencher une accusation. Vous sentez l'odeur âcre des peaux traitées et vous vous demandez si vous serez le prochain à être accusé. Si cette paranoïa vous glace le sang, attendez de découvrir les rituels nocturnes qui enterrent son laboratoire. Les rituels nocturnes. Si la paranoïa d'Andreas Vesalius transformait ses relations en un champ de bataille, ses rituels nocturnes dans son laboratoire secret étaient une plongée dans un monde encore plus sinistre. Ces pratiques, menées dans l'obscurité des nuits de Padoue, allaient bien au-delà de la science. Elles révélaient un homme obsédé par la peau humaine, non seulement comme objet d'étude, mais comme une relique quasi sacrée. Ces rituels, décrits dans des fragments de lettres et des témoignages anonymes, montrent Vesalius à la croisée de la rationalité et de l'irrationnel, un génie flirtant avec la folie. Chaque nuit, après que ses assistants avaient quitté le laboratoire, Vesalius s'enfermait dans sa salle souterraine, où l'odeur des produits chimiques et des chairs mortes emplissait l'air. Selon un témoignage conservé à l'université de Bologne, il allumait des chandelles imprégnées d'herbes rares, créant une atmosphère enfumée qui semblait amplifier ses sens. Là, il manipulait des fragments de peau humaine, les étalant sur des tables comme des parchemins sacrés.
Il ne s'agissait pas seulement de dissection. Vesalius croyait que la peau, en tant que frontière entre l'âme et le monde, contenait des vérités cachées. Il consignait ses observations dans des carnets secrets, aujourd'hui perdus, décrivant la texture, la couleur et même l'aura des peaux qu'il étudiait. Ce qui rend ces rituels particulièrement troublants, c'est leur caractère quasi religieux. Vesalius, influencé par les idées alchimiques de son temps, voyait la peau comme un lien avec le divin. Une rumeur, rapportée par un prêtre local, affirme qu'il murmurait des prières en latin, tout en manipulant les peaux, comme s'il invoquait des esprits. Certains assistants, terrifiés par les bruits provenant du laboratoire la nuit, croyaient qu'il communiquait avec les âmes des défunts dont il utilisait les corps. Une anecdote glaçante raconte qu'un étudiant, entré par erreur dans le laboratoire à minuit, trouva Vesalius entouré de peaux suspendues, ses yeux fixés sur une chandelle, comme en transe. L'étudiant s'enfuit, convaincu d'avoir vu un rituel démoniaque. Les analyses modernes offrent un éclairage fascinant. Les neuroscientifiques, comme le Dr Maria Lindgren, suggèrent que l'exposition prolongée de Vesalius aux vapeurs toxiques, comme le mercure et les solvants, pouvait provoquer des hallucinations, renforçant ses croyances mystiques. D'autres, comme le psychologue Eric Hansen, parlent d'une obsession pathologique, où la peau humaine devenait une fixation émotionnelle, un moyen de surmonter sa peur de la mort. Pourtant, pour ses contemporains, ces rituels étaient une preuve de sorcellerie, alimentant les accusations qui pesaient sur lui. L'Église, déjà méfiante envers ces dissections, commença à enquêter sur ses activités, le soupçonnant d'hérésie. Ces rituels avaient aussi un impact sur ceux qui entouraient Vesalius. Ses assistants, forcés de fournir des échantillons ou d'assister à ces dissections, vivaient dans une peur constante. Une lettre anonyme, découverte à Venise, décrit un jeune apprenant qui refusa de participer à un rituel nocturne et fut renvoyé de Padoue, accusé de trahison. Même sa femme, Anne, évitait de parler de ses nuits, murmurant à ses proches qu'il parlait aux morts. Ces tensions renforçaient l'isolement de Vesalius, le poussant à s'enfermer davantage dans son monde de peau et de scalpel. Imaginez-vous dans ce laboratoire, les ombres dansant sur les murs, l'odeur des chandelles et des chairs mortes vous prenant à la gorge. Chaque craquement du plancher semble annoncer un danger, et le regard de Vesalius, perdu dans ses rituels, vous glace le sang. Si ces nuits vous semblent effrayantes, attendez de découvrir les relations conflictuelles qui marquèrent sa vie personnelle. Les relations conflictuelles. Les rituels nocturnes d'Andreas Vesalius, aussi macabres qu'ils fussent, n'étaient qu'une facette de son existence tourmentée. Dans sa vie personnelle, il était un homme déchiré par des relations conflictuelles, marqué par sa méfiance, son obsession pour son travail et les rumeurs autour de ses pratiques avec la peau humaine. Sa femme, Anne Van Ham, et ses collègues, comme Realdo Colombo et Gabriele Falloppio, étaient à la fois fascinés et repoussés par son génie, créant un réseau de tension qui isolait davantage Vesalius. Ces relations, décrites dans des lettres et des chroniques de l'époque, révèlent un homme incapable de concilier sa quête scientifique avec les exigences humaines de l'amour et de la confiance. Anne Van Ham, épousée en 1544, était une femme patiente, mais dépassée par l'intensité de Vesalius. Selon une correspondance conservée à Bruxelles, elle se plaignait de ses absences prolongées, passées dans son laboratoire ou à assister à des exécutions. Les rumeurs sur ses activités avec la peau humaine aggravaient les choses. Anne craignait que son mari ne soit maudit, une peur renforcée par les sermons de l'Église contre les anatomistes.
Une anecdote raconte qu'elle refusa d'entrer dans le laboratoire après avoir trouvé un fragment de peau humaine parmi les affaires de Vesalius, le soupçonnant de pratiques impies. Malgré ces tensions, Anne restait à ses côtés, peut-être par amour ou par devoir, mais leur relation devint froide, marquée par de longs silences. Les relations avec ses collègues étaient tout aussi tumultueuses. Vesalius, bien que respecté, était craint pour son tempérament explosif. Realdo Colombo, son successeur à Padoue, décrivit dans une lettre privée Vesalius comme un homme consumé par ses propres découvertes. Leur rivalité s'intensifia lorsque Colombo critiqua certaines illustrations de Humani Corporis Fabrica, suggérant qu'elles exagéraient la beauté de la peau humaine. Vesalius, furieux, accusa Colombo de jalousie et de sabotage, rompant tout contact. De même, sa relation avec Falloppio, un autre anatomiste, était marquée par une méfiance mutuelle. Falloppio, dans un traité posthume, laissa entendre que Vesalius gardait des secrets inavouables dans son laboratoire, alimentant les rumeurs sur la peau humaine. Les étudiants de Vesalius, bien qu'admiratifs, vivaient dans la peur de ses colères. Lors d'une dissection publique en 1547, il humilia un apprenant devant une foule, l'accusant d'avoir mal préparé un échantillon de peau. Selon les archives de Padoue, cet incident poussa plusieurs étudiants à quitter ses cours, craignant son comportement imprévisible. Les psychologues modernes, comme le docteur Annaberg, estiment que Vesalius souffrait d'un trouble narcissique, où son besoin de contrôle et de perfection le rendait incapable de maintenir des relations saines. Son obsession pour la peau humaine, vue comme une quête de maîtrise sur la vie, exacerbait ses conflits, le transformant en un homme à la fois admiré et redouté. Pourtant, il y avait des moments de générosité. Vesalius offrait parfois des cadeaux coûteux à Anne, comme des bijoux ornés de motifs anatomiques, comme pour compenser ses absences. Il mentorait également certains étudiants prometteurs, partageant avec eux ses connaissances. Mais ces gestes ne suffisaient pas à apaiser les tensions. Imaginez-vous dans une maison où chaque conversation est empreinte de méfiance, où l'odeur des produits chimiques suit Vesalius comme une ombre. Si ces conflits vous troublent, attendez de découvrir le mystère de sa mort. La mort mystérieuse. Si les relations conflictuelles d'Andreas Vesalius révélaient un homme déchiré par sa propre obsession, sa mort en 1564 reste l'un des mystères les plus fascinants de l'histoire médicale. À l'âge de 49 ans, Vesalius s'éteignit sur l'île de Zakynthos, après un voyage maritime tumultueux. Les circonstances de sa mort, entourées de rumeurs d'empoisonnement, de maladies et de malédictions, sont aussi énigmatiques que sa vie. Au cœur de ce mystère, son obsession pour la peau humaine, qui pourrait avoir joué un rôle dans sa chute finale. Selon le récit officiel, Vesalius mourut après un naufrage sur la route du retour de Jérusalem, où il avait entrepris un pèlerinage, peut-être pour expier ses pratiques controversées. Échoué sur Zakynthos, il succomba à une fièvre ou à l'épuisement. Mais cette version, rapportée par des contemporains comme Georgius Balthazar, soulève des questions. Des analyses modernes, menées dans les années 2000 sur des fragments de ses restes, ont révélé des traces de mercure, suggérant une intoxication chronique. Était-ce lié à son usage de produits chimiques pour traiter la peau humaine? Ou quelqu'un, lassé de ses pratiques, l'avait-il empoisonné? Une rumeur persistante, mentionnée dans une chronique vénitienne, accuse un rival, peut-être un ancien étudiant, d'avoir saboté ses provisions lors du voyage. Ce qui rend cette mort encore plus troublante, c'est son lien avec les rumeurs sur la peau humaine. Peu avant son départ pour Jérusalem, Vesalius fut convoqué par l'Inquisition,
qui enquêtait sur ses dissections et ses prétendues reliures en peau humaine. Bien qu'il ait échappé à une condamnation, la pression psychologique était immense. Une lettre découverte à Louvain rapporte qu'il murmurait dans ses derniers jours avoir offensé les morts et craignait une malédiction. Certains croient qu'il entreprit son pèlerinage pour fuir ses accusations ou pour chercher la rédemption. Les analyses modernes, comme celle de l'historien Pieter van der Meer, suggèrent que Vesalius souffrait peut-être d'une intoxication au mercure courante chez les anatomistes de l'époque, provoquant des troubles physiques et mentaux. Les psychologues, comme Erik Hansen, parlent d'une possible dépression, alimentée par son isolement et les accusations d'hérésie. Pourtant, son héritage perdure. De Humani Corporis. Fabrica reste une œuvre fondatrice, bien que tachée par les rumeurs sur ses reliures. Vesalius, avec ses scalpels et ses peaux, reste une énigme. Un homme qui a repoussé les limites de la science au prix de son humanité. Si cette histoire vous a choqué, appuyez sur like, partagez et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets historiques.